Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'information. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. La fréquence de la BPCO augmente de façon alarmante. Elle est déjà dans les 10 premières causes de mortalité et l'OMS prévoit qu'en 2020, elle sera à la deuxième place. C'est pour cela qu'il y a 1 an et demi, nous avions consacré la toute première émission des JDF à ce sujet. N'ayant pas pu aborder tous les aspects, nous avions promis d'en refaire une autre. Chose promise, chose due, ce soir, nous vous proposons une émission sur les 2 thèmes de la BPCO que vous nous avez proposés, la spirométrie et les traitements. Voici donc les objectifs pédagogiques que nous allons aborder ce soir. 1. Savoir utiliser la spirométrie pour le diagnostic de la BPCO. 2. Comprendre les différentes courbes de spirométrie. Enfin 3. Proposer un traitement adapté de cette BPCO. Je vous présente tout de suite les invités d'aujourd'hui. Professeur Bruno Houssay, bonjour. Bonsoir. Vous avez d'ailleurs fait la première émission des JDF, vous vous rendez cet honneur. Vous êtes chef du service de pneumologie au CHI de Créteil et président de la Fondation du Souffle. Docteur Dominique Dreux est médecin généraliste, bonsoir. Bonjour. Vous êtes généraliste à Igny, dans l'Essonne, et membre du Collège de médecine générale. Alors, pour introduire le thème de ce soir, on commence tout de suite par la question du jour, qui vous est posée dans la newsletter de Fréquence M. La voici, je suis sûr que vous avez la bonne réponse. Le PIC-Flow permet-il de faire un dépistage de la BPCO? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Nous vous donnerons les résultats un peu plus tard dans l'émission. Bruno Houssay, je crois que c'est peut-être pas un mal de rappeler brièvement ce qu'est la BPCO. C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, donc une atteinte des bronches, une atteinte du poumon, une maladie chronique et qui obstrue les bronches et qui donc est à l'origine de décès de façon importante, d'un handicap et d'une grande invalidité respiratoire. Et donc, il faut lutter le plus possible contre cette maladie. Donc, dans la définition, obstruction chronique sont 2 termes qui devraient alerter nos confrères médecins généralistes. Or, 2 tiers des malades sont sans diagnostic. Alors, Dominique Dreux, vous attribuez ce retard à quoi? Alors, est-ce que c'est du retard? Oui, on peut... Ah oui. Oui. Disons que la maladie, c'est une maladie chronique. Vous avez utilisé le terme qui est vraiment le plus important. Et dans nos maladies chroniques, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et donc, il y a forcément un moment où on est en situation de repérer la pathologie. Et parfois, on n'est pas toujours en situation de la repérer. Et donc, je pense que le retard vient du fait que les symptômes ne sont pas francs, directs, connus. Clinique trop tardive. La clinique n'est pas suffisante, on va dire. Il y a une nuance entre trop tardive et pas suffisante, Bruno Houssay. C'est banal, en fait, de tousser, de cracher pour un fumeur, parce que c'est quand même le tabac, la principale cause de BPCO. Tousser, cracher pour un fumeur, c'est normal. Ouais, mais pas et pour en fait, le c'est uniquement quand il va commencer à être essoufflé, et on commence à être essoufflé quand on a déjà une atteinte sévère de ses voies aériennes. Ouais. Donc c'est trop tardif, et effectivement, il faut faire un diagnostic plus tôt. La seule façon de le faire, c'est de mesurer le souffle. Alors oui, pour le médecin, le patient se présente pas toujours en disant tiens, j'ai peut-être une BPCO et est-ce que j'ai les signes cliniques. Il vient pour chez le médecin généraliste, il vient pour tout un tas de raisons. Donc effectivement, notre position à nous, c'est d'être en situation d'y penser d'une part, et puis déjà d'avoir le patient, parce que je pense que c'est aussi une population qui consulte pas beaucoup. Ouais, les fumeurs ne sont pas forcément de bons patients, du moins en termes de régularité. Alors bon, il y a une grande nouveauté, c'est de dire que la spirométrie est indispensable. Je ne sais pas si vous allez me confirmer les chiffres qu'on a vus dans la littérature, Bruno Houssay. On dit que si on utilise le spiromètre à temps, on pourrait réduire de 10 à 15 ans le délai de diagnostic. Ça me paraît énorme. Ça montre bien en fait la difficulté dans laquelle on se trouve. Il y a 2 tiers des BPCO qui ne sont pas diagnostiqués. Ça veut dire qu'on arrive beaucoup trop tard. Alors dire 10, 15 ans, c'est donner un ordre de grandeur. Mais c'est clair qu'on arrive vraiment... Ouais, enfin, 10-15 ans, c'est le chiffre qu'on trouve en ce moment. Oui, mais 2 tiers. Ouais. 2 tiers, c'est considérable. Ouais. Spirométrie, c'est... Alors bon, la clinique... on ne va pas l'abandonner quand même, mais elle ne sert pas à grand-chose. Quand on dit que la clinique ne sert pas à grand-chose, tout de suite, les médecins bondissent. Bah oui, mais là, en l'occurrence, si vous continuez avec votre stéthoscope et vos questions, ça ne va pas suffire. Nos questions sont déjà la base de la clinique. C'est-à-dire que, on a parlé, le patient ne va pas forcément tousser devant nous, mais lui poser la question. Le patient ne va pas forcément être essoufflé devant nous, mais lui poser la question. Le patient ne va pas nous dire spontanément s'il fume ou s'il ne fume pas. C'est d'accord. Bon. Voilà, oui, mais c'est important. Donc la clinique, ça commence déjà par connaître son patient. Bon, disons que l'interrogatoire est important. Or, oui. Comme c'est extrêmement important, il y a des questions qui sont stéréotypées un peu. Est-ce que vous avez plus de 40 ans? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous crachez?
est-ce que vous êtes essoufflé et surtout, est-ce que vous faites des bronchites fréquentes? Et Si on pose ces questions et qu'il y a 2 réponses, deux réponses, oui. 5 questions, c'est qu'on n'est pas dans le domaine de l'impossible, quand même. On est bien d'accord. Oui, justement. D'accord. Ouais. Bon, le reste, on a bien vu que la radio thoracique, on oublie. Oh, ils sont pas oubliés. Ouais. Alors, le peak flow. Alors, Le peak flow. ah non, je suis désolé de vous décevoir, mon cher Jean-François, mais non. Je ne sais pas, mais je suis savoir. Je sens bien que vous êtes attaché au peak flow. Bah, mais non, le peak flow, non. Le peak flow, on verra tout. Vous nous avez vendu, les pneumologues, le peak flow pendant des années. Ah, c'était vraiment parce qu'on n'avait vraiment rien d'autre à vous proposer, mais ça fait des années que maintenant on a d'autres propositions à faire pour mesurer le souffle et d'être plus sensible, parce qu'en fait le peak flow manque de sensibilité pour aller dépister Donc une le obstruction. médecin généraliste qui a son peak flow sur le bureau, ça sert à rien. Ah non. Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'on a dit Je ça? sais pas, non, j'ai dit dans la BPCO. Dans la BPCO, d'accord. Dans la BPCO, bah oui, les pneumologues, l'évolution de la science nous a amené à prendre connaissance d'autres moyens plus efficaces, plus performants pour la dépister. Oui. Alors, c'est peut-être le moment où on va sortir de vos poches ou devant vous le matériel. La spirométrie, si c'est l'examen de référence, en quelques mots, ça consiste à faire quoi? On va faire une manœuvre d'expiration forcée. Alors ça, on va voir que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais c'est une façon de mesurer en fait le maximum de ce qu'on peut faire comme effort respiratoire, et de mesurer en fait ce qu'on peut mobiliser comme volume. C'est-à-dire qu'on demande au sujet d'inspirer à fond et de souffler le plus fort possible, le plus longtemps possible, jusqu'au bout. Donc ça, on le propose, hein, les 5 questions que vous avez dit tout à l'heure, de oui, spirométrie immédiate. Alors, immédiate, faut déjà avoir l'appareil quand même. Il faut avoir accès au pneumologue ou accès à la possibilité de faire la spirométrie. Si on fait cette émission, c'est bien parce qu'on murmure que le généraliste pourrait très prochainement avoir à le faire. C'est un murmure qu'on peut confirmer. Effectivement, il y a un programme en cours. On travaille ensemble depuis bientôt 2 ans avec les pneumologues, le Collège de médecine générale et les différentes sociétés de pneumologie, pour justement, à terme, à court terme, je précise, mettre à disposition des médecins généralistes non seulement l'appareil pour avoir la possibilité de le faire, mais également la formation qui permet de le faire de façon correcte. Alors là, j'ai un petit problème, mes chers amis, c'est qu'ils sont venus chacun avec leur spiromètre, mais c'est pas le même. Alors, on va dire que Dominique, vous allez nous montrer votre spiromètre, celui-là. Donc, celui-là, c'est l'officiel. Alors, c'est celui qui, à terme, a vocation à être distribué aux médecins généralistes qui auront suivi une formation et qui seront d'accord pour pouvoir le tester. Alors, à côté, le champion des généralistes à votre droite et le champion des geeks, le professeur Bruno Housset, qui lui arrive évidemment avec le dernier. Bon. C'est un petit spiromètre, en fait, on va voir comment ça fonctionne, qu'on peut brancher sur un smartphone, sur un iPhone. Sur et pourquoi le vôtre, pourquoi on choisirait plutôt celui de Dominique Dreux, qui est plus kitsch? Alors, on n'a pas encore discuté du diagnostic avec la spirométrie. En fait, si on trouve un trouble obstructif, il faut s'assurer qu'il n'est pas réversible. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec ça? Ça, on peut le faire, mais ce n'est pas vraiment prévu pour. Allez, on va regarder comment ça marche. Ah, vous voulez que je fasse une petite démonstration? Bien sûr, on ne va pas se gêner. Donc voilà. Je vais vous montrer. Donc on a un système d'embout qui est un système avec une turbine. C'est la même turbine qui fonctionne avec l'autre appareil. On peut mettre dans l'autre. Et donc on peut la mettre dans le système. Et puis il faut télécharger en fait le logiciel qui vous permet en fait d'utiliser cette turbine. Faites-moi plaisir, pincez-vous le nez. Parce que là, je savais bien que vous n'alliez pas le mettre. Bah non. Mais c'est indispensable, ça. Dominique Dreux, il faut absolument le mettre. C'est très saillant. C'est saillant. C'est surtout pour qu'effectivement, on mesure bien ce qu'on cherche à mesurer et pas l'air qui parasite, qui se trouve ailleurs. On peut faire confiance à Bruno Housset qui est capable de le faire sans se le mettre. Je vais le mettre. Je sens bien que vous avez bien envie que je le mette. Je peux vous dire, ça va faire beaucoup rire vos étudiants. Oui, je sais bien. Alors, allez-y. Et donc, on vous demande... C'est cette expiration forcée qui est impressionnante. Allez-y. Il fait savoir combien de temps, Dominique Dreux? 6 secondes. Et là, évidemment, on le voit. L'appareil mesure et nous donne le top pour arrêter que quand on... S'il ne s'évanouit pas, non, c'est bon. Et là, vous avez le résultat, vous pouvez le montrer. Je peux montrer la courbe qui est donc affichée sur... Voilà, donc, la courbe d'évolution, on va en voir. Merci, monsieur Lemoine. Il n'y a pas de problème. Là, vous avez Dominique Dreux. Non, la courbe a l'air correcte. Ouais, absolument. Et donc, en fait, ça vous donne, en fonction
du sexe, de la taille et de l'âge, ça vous donne les valeurs en pourcentage de valeurs théoriques. Ouais. Et on se donne jusqu'à 80%. On regarde 2 valeurs, parce qu'en fait, ça peut vous donner plein de valeurs. On regarde 2 valeurs qui sont le rapport VMS sur CV, F, ouais. Qui est donc normalement supérieur à 0,7, et puis le VMS qui nous permet d'avoir une idée de la gravité de la situation. Alors, on va voir dans un instant les courbes. Ouais. On doit répéter le test combien de fois ? Alors, il faut faire le test 3 fois, et on prend le plus... Enfin, il faudrait que ça soit reproductible 3 fois de suite. On prend le meilleur, donc il y a des systèmes d'algorithmes qui vous sélectionnent la meilleure courbe, et puis on essaie de faire ça, on s'arrête au bout de 8. Si ça ne fonctionne pas, on ne va pas au-delà de 8. Dominique Dreux, ça paraît très simple. Oui, mais... alors, et comme l'a dit le docteur Rousset, l'appareil, le logiciel fait le travail pour nous. Hein. Ce n'est pas nous qui allons repérer tout ça. Donc nous, on doit veiller à ce que le patient fasse correctement l'expiration, enfin l'inspiration, l'expiration, pour que les courbes, et puis ensuite, on appuie sur un bouton, et puis il sélectionne automatiquement pour nous les 3 meilleures courbes. Oui, tout ça, donc tout ça se fait avec simplement. Hein, là, le smartphone est plus moderne peut-être, mais là, nous, on est dans une situation de configuration USB classique que n'importe quel médecin aujourd'hui a. Oui, et en fin de compte, il faut être soigneux, quoi. Ah oui, il y a plein d'erreurs possibles. Ouais, il faut être précis et aller jusqu'au bout pour que le patient fasse correctement. Et donc, ça demande quand même un temps d'explication. Hein, parce que s'il est habitué au peak flow dont on parlait tout à l'heure, le peak flow, c'est pousser le curseur. Là, on a bien vu cette alors que là, vous avez vu, je l'ai vu à tout rouge à la fin, parce qu'effectivement, ça mais bon, il y a peut-être des patients pour qui c'est difficile, non ? Ah oui, bien sûr. Plus ils sont âgés ? Alors oui, mais on l'a vu tout à l'heure, on est dans une logique de dépister une maladie chronique à un stade le plus précoce possible. Donc, et donc on a plutôt affaire à des jeunes fumeurs. On a plutôt affaire à des gens capables de le faire, de comprendre. Mais il y a des limites, oui, bien sûr. En fin de compte, ça vaut peut-être le coup de leur montrer, vous, avec... non ça, je répète la manœuvre avant de le faire. Alors on va d'abord voir la réponse sur la question qui était le peak flow permet-il de faire un dépistage de BPCO ? Eh bien évidemment, non, 83%, il y en a quand même 17% qui ont répondu oui. Ceux-là, ils ont tout faux. Hein. Vraiment, il y a zéro... On va voir ça sur les courbes tout à l'heure. Bon, pour le diagnostic, on est bien d'accord. Bon, on va essayer maintenant de comprendre les courbes de la spirométrie. Ça vous fournit... Donc, on répète ce que ça fournit. Le VEMS. Hein, la machine vous donne le VEMS. On va peut-être nous voir une courbe, d'ailleurs, la régie va nous envoyer une courbe, voilà. Donc le VMS, qui est le volume expiratoire maximal par seconde, le débit expiratoire de pointe, c'est quoi ça ? C'est le débit maximal. Débit maximal. Le rapport des deux ? Non, c'est le rapport entre le VMS et la capacité vitale forcée qui est donnée par la machine, et c'est ça qui nous intéresse. Mais le VMS, on ne le voit pas sur la boucle débit-volume. Alors là, on voit 2 courbes. Alors sur votre appareil, on n'en voyait qu'une, hein. Oui, parce que vous voyez la théorique, et en fait, là, on voit la valeur, enfin, c'est la courbe théorique, c'est la courbe normale. Oui. Vous avez sur l'axe des X le volume, et puis sur l'axe des Y le débit. Et donc, quand le débit est positif, c'est le débit expiratoire, et le débit négatif, c'est l'inspiration. On le voyait, ça, sur la vôtre ? On voyait l'expiration. On voyait que l'expiration. Je n'ai pas fait d'inspiration forcée. D'accord. Si vous l'aviez fait, on l'aurait vu. On l'aurait vu. Hein donc, vous voyez qu'à la partie initiale, le débit, on demande aux gens de gonfler à fond. Gonfler à fond, le volume est maximal. Et là, de souffler le plus fort possible. Et vous avez le débit qui augmente brutalement et qui arrive au débit maximal. C'est le débit de pointe. Et puis ensuite, ça diminue progressivement. Et vous voyez que cette diminution, là, elle a un aspect plutôt convexe vers le haut. Et donc ça se voit chez le sujet normal. Et chez l'enfant, c'est quelquefois encore plus marqué, cette convexité vers le haut. On a revu celle-là, on la garde bien dans la tête, on la laisse un petit peu. C'est quoi les fausses manœuvres les plus fréquentes, Dominique Dreux ? Les fausses manœuvres, c'est la toux déjà, qui peut gêner fortement. C'est surtout le patient qui n'arrive pas jusqu'au bout des 6 secondes. Incomplète. C'est long. Oui, c'est long. Je crois que les deux, la vraie difficulté, nous on a constaté, parce que les formations ont commencé, la vraie difficulté c'est de montrer aux patients, déjà de le faire nous-mêmes. Et quand on l'a fait, effectivement, on se rend compte que c'est quelque chose de très important. Donc la plus grosse difficulté, c'est de faire souffler le patient jusqu'au bout. Alors vous pensez, en fin de compte, quand on va le faire, on se dit tiens, c'est facile, ça va être fait en 10 minutes par tous les médecins généralistes. Et puis on s'aperçoit qu'il faut une vraie formation. Pourquoi ? Parce que
Parce que c'est les patients qui ne comprennent pas bien? Non, je dirais d'abord parce que c'est nouveau. C'est quelque chose auquel on n'a pas été confronté jusqu'à présent. On n'a pas été habitué, on ne nous l'a pas montré. Ouais. Bon, les médecins, ils ont quand même fait 10 ans d'études. Ils sont capables d'apprendre vite. Mais il y a un minimum. Voilà, il faut être une... Il y a des pièges. Voilà, il y a une situation que les médecins vont apprendre. Les pièges, c'est ce qu'on vient de dire, là, les expirations, c'est ça? C'est le fait de souffler comme dans un pic-faux. Ça, c'est pas bon. Il faut souffler jusqu'au bout. C'est la difficulté, c'est la toux. C'est le fait de ne pas souffler fort. Et le fait de le montrer, ça change. Ça change les choses. Ça change les choses. Pour ça, il faut l'avoir appris. Ouais, qu'il ne faut pas être soi-même dans voilà. une BPCO. Et on découvre quelque part. Quand oui, même, vous allez découvrir des BPCO chez les médecins aussi. Vous ne croyez pas si bien dire. Ça va faire pas de mal. Bon, on a déjà découvert l'information. Vous avez vu la courbe normale, et maintenant, on va regarder la courbe anormale. Alors là, on voit rouge, on a une diminution. La courbe initiale, en fait, on l'appelle l'enveloppe des débits maximaux. C'est-à-dire c'est l'enveloppe dans laquelle vous pouvez trouver des débits pour faire des exercices. On va voir qu'au fur et à mesure, ça se rétrécit. C'est votre capital souffle. Et en fait, ce que j'explique aux patients, c'est que cette courbe rouge-là, on a entamé son capital déjà. Toute la surface qui est entre les deux, c'est une perte de capital. Mais là, on dit quoi? On dit, vous débutez une BPCO, il va falloir agir, ou on alerte? Chez un fumeur, c'est un argument pour lui dire, attention, maintenant, vous commencez à entamer votre capital, il faut arrêter de fumer. C'est probablement une majorité des courbes qui nous intéressent, parce que c'est celle, justement, où il y a peu de cliniques, où la clinique, en allant la chercher, vraiment, on l'aurait. Mais là, on a du concret. On a du concret à montrer aux patients. Et vous lui montrez bien évidemment la courbe normale, et là c'est assez parlant maintenant. On va regarder maintenant effectivement l'obstruction franche. Sur la courbe rouge, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas normal, mais que vous avez que le débit de pointe, le pic flow est exactement le même. Au même niveau. C'est là la différence, c'est que le débit de pointe. C'est pas sensible. Là, le débit de pointe est déjà altéré. Ouais. Là, quand on dit qu'on est dans une BPCO franche, c'est-à-dire que la clinique n'apparaît pas encore forcément, mais la maladie... il est gêné à l'exercice. Il est gêné à l'exercice. En général, les gens contournent les difficultés. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus prendre l'escalier, ils vont prendre l'ascenseur. On risque quand même de les voir en première consultation avec ce schéma-là, Dominique Dreux. Alors, c'est un risque et c'est même un objectif, je dirais. C'est-à-dire que dans la campagne actuelle, on va sensibiliser, la Caisse a prévu de sensibiliser les patients de 40 ans, fumeurs, et s'ils répondent oui à un certain nombre de questions, on leur dire allez voir votre médecin qui a maintenant un spiromètre et qui va essayer de repérer ces courbes. Alors, vous voyez que là, on a 50% à peu près de perte de capital. Mais si on regarde la surface, on a perdu grosso modo 50% de la surface. Alors maintenant, on va aller à la catastrophe annoncée, qui est la BPCO sévère. Bon, ça, c'est... Là, ne me dites pas qu'il n'y a pas de clinique. Là c'est l'insuffisance respiratoire. Là, on est en insuffisance respiratoire. Vous respiratoire. voyez qu'avec cette courbe-là, si vous voulez chercher des débits plus importants quand vous faites un exercice, vous aurez du mal, vous ne pouvez pas. Oui. Et la seule façon de le faire, c'est d'augmenter le volume, de respirer à plus haut volume pulmonaire, ce qui est extrêmement fatigant. Est-ce que quand on intervient, alors imaginons, on va prendre la courbe noire, celle du milieu, qui est franche, arrêt du tabac, traitement, est-ce qu'on peut retrouver à terme une courbe rose ? Peut améliorer un peu les choses, donc c'est un élément positif. Quand même, non, mais on ne revient pas à un état normal. Parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour le patient, c'est de dire, regardez votre courbe d'il y a un an, regardez comment elle est maintenant. Non, c'est pas le... On rêve. L'objectif est surtout d'éviter que ça ne s'aggrave. Oui, c'est ça. On parlait tout à l'heure de quel est l'intérêt de faire précocement le dépistage. C'est justement ça. C'est que le capital perdu sera récupérable dans une certaine mesure, mais pas totalement. Donc moins on en aura perdu... Est-ce que ça serait pas, il n'y aurait pas une aide à vous apporter avec une communication grand public? C'est tellement simple de comprendre ces trois courbes que de dire allez voir votre médecin, vous êtes fumeur, faites ce thème. Parce que personne n'y pense. On dit toujours faut arrêter de fumer, mais pourquoi j'arrêterai de fumer? J'ai pas de je suis bien. C'est justement l'objectif du programme actuel. C'est justement que les fumeurs, finalement le fumeur de 40 ans, il va recevoir une information grand public, générale, qui va lui dire, attention, allez voir votre médecin. C'est maintenant la communication unique. On informe les patients en même temps qu'on informe son médecin. Et tous ces gens-là doivent se retrouver dans le grand colloque singulier. Le patient acteur de sa santé. Bon, imaginons qu'on ait une de ces courbes, la franche ou la débutante. Vous faites un bilan complémentaire ou ça s'arrête là? Il faut aller... Ça dépend vraiment de l'interrogatoire et de la clinique. Je pense que
sur quelqu'un qui est vraiment simple, je pense que le médecin généraliste peut vraiment se débrouiller. Le point important, c'est de faire un test de réversibilité, être sûr qu'il n'y ait pas une réversibilité et que ça ne corresponde pas à un asthme. Et pour ça, effectivement, ça fait partie aussi de la formation. Tout à fait. Oui, le diagnostic différentiel se fait avec l'asthme. Mais lui se fait donc... sur l'interrogatoire et puis sur le test de réversibilité. Voilà, dans le même test, effectivement, lors des formations, on explique aux médecins qu'ensuite, ils font avaler 3, voire 4. Enfin, le docteur Roche nous a dit que normalement c'est 4, mais si on arrivait déjà à en faire 2, ça serait pas mal. Mais enfin, en tout cas, on fait le test, on fait respirer du salbutamol aux patients et on vérifie que ça revient à la normale ou ça ne revient pas à la normale. Si ça revient à la normale... a priori, c'est plutôt un asthme, une hyperactivité. Et sinon, c'est pas très contraignant et pas trop difficile à faire. Non, il faut attendre, ça demande du temps. Hein. Ah oui. Donc c'est ça, il faut gérer le temps. Ça peut être une deuxième consultation. Alors non, parce que ça doit être fait. On fait inhaler au patient et on doit faire le test 15 minutes après. Donc non, il y a une gestion du temps importante. Oui. Dites-moi, 100% des BPCO sont d'origine tabagique? Pas 100%, on dit que c'est 80-90%. Après, il y a d'autres sur l'exposition professionnelle, les empoussiérages. Où là, on n'a pas de marqueurs biologiques qui peuvent faire penser, non? Non, malheureusement, il y a eu beaucoup de milliers d'euros, pour ne pas dire de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros qui ont été investis là-dessus. Et on n'a pas actuellement de marqueurs biologiques. Le point sur lequel on a beaucoup insisté récemment, c'est sur les événements de la petite enfance. Et éventuellement même in utero, le fait d'avoir été exposé à des polluants, par exemple. On va dire lesquels polluants, parce que la même chose qu'on parle du tabac, on peut aussi dire au médecin généraliste, si vous avez quelqu'un qui fait tel et tel métier, faites une spirométrie. On rappelle lesquels, grosso modo? Alors, moi, je ne connais pas tous les métiers. Tous les métiers exposés à des inhalations poussiérage. C'est le professeur qui va nous dire. Le professeur va nous donner tous les métiers, la liste. L'industrie du textile, par exemple. Il y en a pas mal, quand même. C'est peut-être pas facile pour le médecin généraliste d'y penser. Il y a peut-être une médecine professionnelle dont c'est le boulot. Non. Oui, mais il faut y penser, parce qu'il y a justement des interactions entre les deux. Je pense que c'est extrêmement important de poser la question sur l'exercice professionnel, sur le calendrier professionnel. Si quelqu'un travaille dans des... Et je dirais que c'est aussi important si on trouve une courbe anormale chez un non-fumeur, parce qu'on a aussi des gens qui peuvent venir nous voir en disant j'ai de l'essoufflement et je tousse et j'ai des bronchites fréquentes. Parce qu'effectivement, on n'est pas obligé d'avoir la notion impérative. Vos 5 questions, il y a le tabac dedans, mais on peut aussi mettre de réponses oui à des questions. Voilà. Et donc là, effectivement, on va aller chercher probablement à ce moment-là un petit peu plus loin les risques professionnels. Les 5 questions, il y avait tabac. Il y avait tabac, âge, toux, expectoration, essoufflement, bronchite. Voilà, ça fait 6. Bon, j'avais dit 5, mais c'est 6. Tabac, évidemment, sevrage absolu et immédiat. Est-ce que vous pensez que de voir les courbes, ça va aider dans le succès de la réduction? Parce que apparemment, c'est quand même un problème. Vous proposez beaucoup, mais les résultats... les résultats du sevrage tabagique sont un peu compliqués. Il faut quand même que les gens soient motivés pour le faire. Oui, je suis d'accord, mais il y a des travaux qui sont un peu contradictoires sur le fait qu'effectivement, le fait de mesurer le souffle va aider à arrêter de fumer. Et donc, il y a des travaux qui suggèrent qu'on peut doubler le taux d'abstinence tabagique. Le point, c'est la façon de communiquer. Si je vous dis vous avez un VMS à 70%, 70%, 7 sur 10, c'est pas si mal, quoi. Ouais. Alors que c'est déjà une insuffisance, enfin une atteinte respiratoire importante. Ouais. Et si on vous communique ça en fonction de votre âge, vous avez un poumon qui a un âge de 80 ans, alors là, vous allez vous dire qu'il y a un petit problème quand même. Ouais. Donc il va falloir que je il faut donner un peu. Communiquer. Mais vous ne donnez pas beaucoup d'espoir. Vous dites on va essayer de freiner. Donc je reste à 80 ans. Ça serait bien de dire on va vous retrouver des poumons de 60. Non, mais dire à un patient qui a 60 ans que ses poumons ont 80 ans, et ça, effectivement, le logiciel. Mais ça, je comprends que ça puisse le choquer. Mais si vous ne lui dites pas qu'il va revenir à des poumons de 60... Il va pas revenir à 60, mais il pourra revenir à 65, ce qui est déjà pas mal. En arrêtant de fumer, il y a plein de bénéfices, autres que celui-là. On est d'accord. Alors, les médicaments, on donne des bronchodilatateurs? Alors, la première chose dans la prise en charge, c'est ce qui est non pharmacologique. Donc, pas de médicaments d'abord. D'abord, c'est l'arrêt du tabac, c'est l'exercice physique. Éventuellement, on oublie toujours ça. L'activité, c'est vraiment important. La vaccination, les vaccinations contre la grippe, la vaccination contre le pneumocoque, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place. Et puis, effectivement, on peut avoir recours aux médicaments
qui peuvent favoriser aussi l'exercice physique, qui peuvent favoriser en fait la réhabilitation respiratoire. Vous nous éclairez sur les différents types, courte, longue durée d'action, bêta-2 Alors, agonistes. en première ligne, ce sont les bronchodilatateurs. Et les bronchodilatateurs de courte durée d'action, ça dure 4 heures à peu près. C'est uniquement à la demande, quand les gens sont essoufflés, éventuellement lors d'un effort de façon transitoire. Mais quand ils sont essoufflés tous les jours et de façon régulière, à ce moment-là, on peut leur proposer un bronchodilateur de longue durée d'action. Il y a 2 classes. Il y a les bêta-2 adrénergiques et puis les anticholinergiques. Donc, on peut choisir l'un ou l'autre. Et si le sujet fait des bronchites à répétition, on a plutôt tendance à favoriser l'anticholinergique. Bon, ça, c'est en fonction de la sévérité, je suppose, tout ça. On commence par un, de toute façon, et on voit ce que ça donne. Il faut quand même se dire que dans la BPCO, malheureusement, il y a une atteinte anatomique qui fait qu'on ne peut pas revenir. On voit ce que ça donne sur la clinique. Alors, sur la clinique, ça c'est une bonne question. Parce que le problème, vous dites qu'il n'y a pas de clinique, donc... Ah si, on a des scores, par exemple, qui nous permettent de savoir quelles sont les répercussions de la maladie sur la qualité de vie, sur l'activité. Il y a des questionnaires types de score, qui sont disponibles. Et puis, qui sont peut-être peu utilisés, insuffisamment utilisés, mais qui sont disponibles. Et puis à un moment, la spirométrie peut aussi être un élément clinique important. Mais vous nous dites que... Ah non, on s'est mal exprimé si on a dit ça. Le patient ne reviendra pas complètement en arrière, ne récupérera pas sa courbe. Il peut même s'améliorer, notamment sous traitement. Donc, oui, mais il faut que vous soyez d'accord sur le message. Vous m'avez dit tout à l'heure... Sur le VEMS, ça ne va pas changer grand-chose à sa courbe de bivolume, ça peut l'améliorer. Mais par contre, la courbe va devenir un peu moins flat. Non, c'est sur le fait qu'il va respirer à plus bas volume pulmonaire. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est qu'en fait, il va réduire le volume auquel il respire. Et c'est ça qui est à l'origine de la dyspnée. On le voit tous les combien avec la spirométrie. Le VEMS n'est pas lié à la dyspnée. D'accord, si on a un VEMS très bas, c'est sûr qu'on va être essoufflé. Mais il n'y a pas de lien très fort entre les deux. Par contre, c'est lié à la distension. La distension, c'est qu'en fait, vous avez le poumon qui gonfle et vous allez respirer à plus haut volume. Et c'est là l'effet des bronchodilatateurs. Combien de temps, faut faire de spirométrie par an quand on a une BPCO? Il faut y aller une fois par an? Ça, on va dire que ça dépend. Oui. Ça dépend. Un certain temps. En médecine, quelqu'un qui est bien équilibré avec un traitement qui lui convient et qui vit de façon... et que les médecins, aussi bien le généraliste, ou parfois, et même souvent, on a besoin de l'avis du pneumologue pour bien équilibrer le traitement. Un patient équilibré, on n'a pas besoin de lui refaire de façon systématique. Une forme sévère, le point, c'est qu'il ne faut pas louper l'indication de l'oxygénothérapie. D'accord, il faut faire un gaz du sang si le VMS est à faire à 50%. Là, on rentre dans là, il y a des signes. Les corticoïdes, à quel moment? Les corticoïdes, on sont un petit peu en recul actuellement. On s'est rendu compte que finalement, l'association, parce qu'on a parlé de bronchodilatateurs, on essaie un bronchodilatateur de longue durée d'action, et si ça n'est pas efficace, alors vous allez me dire sur quels critères? Donc c'est justement les critères de clinique, d'interrogatoire, de score, éventuellement de spirométrie. Si ce n'est pas efficace, on peut en associer un autre. Et donc on donne une association fixe associant un bronchodilatateur bêta-2 adrénergique et anticholinergique. Et la trithérapie? Et alors là, c'est quand vraiment on a l'impression que ça ne change pas grand-chose. Et il y a des travaux qui suggèrent que quand on a des exacerbations fréquentes, 2 bronchodilatateurs font aussi bien, voire mieux, que l'association corticoïde et bronchodilatateur bêta-2 adrénergique. Donc en fait, comme il y a des effets secondaires qui ne sont pas majeurs, mais qui existent, des corticoïdes inhalés, ils viennent vraiment en deuxième rideau. Et il y a des résistants où c'est pas égal la réponse au traitement de la part des BPCO? C'est pas égal. Quand on regarde l'évolution du VEMS, c'est extrêmement variable. Extrêmement variable. Il y en a qui peuvent même améliorer leur VEMS, d'autres vont diminuer leur VEMS. C'est difficile de répondre à cette question. Eh bien, on va passer tout de suite à vos questions. On va parler argent avec vous, Dominique Dreux. La Sécu rembourse combien par patient? Alors, d'abord, effectivement, c'est pas par patient, c'est une somme, c'est un acte. Donc, c'est un acte qui est qui est coté. Un acte qui est coté, qui est à 44 €. 28 et qui peut être reproduit. Alors, il n'y a pas de limite dans le nombre de spirométries annuelles, contrairement à certains actes qui, effectivement, que les médecins généralistes connaissent bien, où là, vous avez le droit de faire qu'une seule fois par an. Pour le moment, il a le droit ou il va avoir le droit Alors, il a déjà le droit. La seule condition, c'est effectivement d'avoir, on parlait tout à l'heure de différence de nos appareils, il faut qu'il y ait la... Pour coter, il faut avoir la courbe de bivolume qui soit imprimée. Donc le vôtre qui vaut combien? 69.
69 €, celui-là, il sert juste à s'amuser pour voir. Non. Non, ça peut remettre un dépistage. Oui, mais enfin si vous bon, ne voulez pas investir, etc. Sauf que le médecin n'est pas... On Donc, dira 69 €, il peut peut-être faire ça, mais enfin... Il ne faut pas que ce soit une fausse... Donc, le vôtre le mien, celui qui m'a été fourni là, et qui va, donc, comme vous l'avez dit, dans ce murmure qu'il devrait être mis à disposition de l'ensemble des médecins généralistes français, vaut plutôt dans les 500 ou 600 € avec le logiciel, et permet effectivement, lui, de coter, parce qu'il remplit les conditions de la cotation qui nécessitent d'avoir la courbe et une sévélante. Bon, pourquoi on dit qu'il y a un murmure, c'est qu'il y a clairement une opération qui est en cours sur plusieurs départements. Il y a une expérimentation en cours sur 3 départements, et la vocation, c'est de l'évaluer rapidement en 2017 et de le généraliser. Vous êtes formateur, c'est que c'est reçu comment, là, maintenant que l'opération est lancée? Ah, c'est bien reçu. Les départements pilotes ont déjà lancé des formations. On en a déjà eu, nous, sur l'Essonne, 2 et 2 autres qui ont lieu cette semaine, avec à chaque fois 15 médecins, un pneumologue et un généraliste formateur. Avec beaucoup d'inscrits, effectivement. Avec beaucoup d'inscrits, avec les médecins qui répondent vraiment intéressés par cette opération. Bon, on nous demande, y a-t-il des appareils conseillés? Ce sera celui qui sera remboursé ou offert par la Sécurité sociale. Qui pourra permettre de C'est vrai que le message aujourd'hui, c'est difficile de dire aux médecins. On est en train de transmettre un message qui est de dire la spirométrie est quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Il n'est pas forcément urgent de se précipiter pour aller acheter un appareil aujourd'hui. Voilà, vous lui dites, attendez un petit peu, on va vous donner dans pas longtemps la bonne marque. C'est quoi l'entretien d'un spiromètre? Alors, le choix qui a été fait, alors je ne sais pas pour les autres appareils, mais le choix qui a été fait pour cet appareil, le cahier des charges qu'on avait développé ensemble avec les pneumologues, c'est que justement, il n'y a pas d'entretien. C'est des turbines à usage unique. Tout est dans l'embout. Dans l'embout, il y a une turbine et en fait, donc ça, c'est pas d'entretien. Et ça se change. Et l'embout, il change? Oui. Qu'est-ce qui se change? Juste tout. Alors, on jette un embout dehors. Donc, ça fait quand même déjà il y a un coût. Mais bon, l'acte est aussi pris en compte. Vous avez posé la question sur le coût de l'embout, non? Oui. Moins d'1 €, on avait parlé. 1,05 €. 1,50 €. Oui, c'est déjà un certain coût. Ça sera fourni par la CNAM. Alors, les premiers, mais après, on ne peut pas le rajouter sur la facture, non, c'est pas possible. On peut servir du spiromètre pour d'autres maladies que la BPCO? Bien sûr que oui, au contraire même. Dans l'asthme, bien sûr, ça va permettre de savoir s'il y a un asthme ou pas avec une réversibilité. Et puis il y a d'autres maladies, comme les pathologies interstitielles, où on peut dépister, identifier sur une spirométrie une anomalie. D'accord. Donc, il faut une formation, là. Là, je dirais qu'il faut qu'effectivement, chacun trouve sa place. Le généraliste a une place dans la maladie chronique, le dépistage, le suivi, voire, comme vous l'aviez dit, la prise en charge des cas... qu'ils maîtrisent. Et puis, les pneumologues ont leur rôle de spécialistes, de consultants pour nous aider. Une question qui semble bizarre de voir les pneumologues lâcher le business du spiromètre. Non, ça c'est une fausse façon de voir les choses, puisqu'en fait on devrait identifier... Dans d'autres disciplines, c'est quand même un peu ce qui se passe, quoi. Les spécialistes n'aiment pas trop se faire dépouiller d'un examen. Oui, mais ça fait partie de la nature humaine, je dirais. Oui. Mais là, en l'occurrence, normalement, 2 sur 3 ne sont pas diagnostiqués. Si on augmente le diagnostic de la BPCO, alors on va avoir nécessité d'explorer davantage un certain nombre de patients, et le pneumologue va être à la tâche. Le médecin généraliste qui dit oui, c'est peut-être que c'est pas un examen assez rentable et qui embête un peu les pneumologues qu'autre chose. Non, c'est pas ça l'idée. Non, je pense que c'est vraiment le nombre de patients. Vous l'avez posé le problème dès le départ, la masse de patients qui n'est pas dépistée. Donc là, il y a un problème de santé publique. Et puis ensuite, qui justifie l'engagement de la CNAM. Voilà, et qui justifie l'engagement de tout le monde. Et puis les pneumologues, finalement, sont partie prenante parce que, comme vous l'avez dit, on va en dépister de plus en plus. Et nous, on ne va pas tous les prendre en charge. Et puis je pense que aussi les pneumologues... Pour une fois, c'est la main dans la main, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas. Un des points de la BPCO, c'est la comorbidité. La BPCO s'associe à d'autres maladies, des maladies qui sont plus fréquentes, notamment cardiovasculaires, mais aussi des problèmes de dépression, aussi d'ostéoporose, d'anémie. Donc il y a quand même beaucoup de comorbidités qui doivent être recherchées et pour lesquelles il faut prendre des avis. Vous êtes personnellement très à l'origine de ce projet-là, vous, Bruno, tous les deux, on travaille. Tous les deux, oui. Bon, est-ce qu'il y a des BPCO dus à la cigarette électronique? Je ne sais pas si la question est intéressante ou idiote. La réponse est non. La réponse est pas non. pour l'instant, en tout cas, qu'on ait démontré. Quand faire une bronchodilatation test avant l'examen?
Alors pas avant l'examen. Après, non mais... Entre deux, enfin, on fait d'abord l'examen et ensuite on fait le test. L'autre question qui est derrière, l'autre question, c'est peut-être qu'il faut arrêter de prendre ces bronchodilatateurs avant l'examen. Et donc on dit qu'il ne faut pas prendre des bronchodilatateurs avant l'examen. Ceci étant, c'est pas extrêmement gênant parce que ce qu'on veut savoir, c'est l'état en fait respiratoire, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas prise de bronchodilatateurs. Est-ce qu'il existe plein d'applications smartphones ou autres pour aider à la pratique de la spirométrie ou est-ce que vous en avez une à nous conseiller? Des applications qui apprennent, qui aident. Des applications avec les appareils. Vraiment... Chaque constructeur fait son application ou il y a des applications... Non, pour nous, c'est extrêmement important d'avoir une formation présentielle. C'est-à-dire que de faire une formation dans laquelle on va vous montrer comment il faut faire, que vous allez vous-même expérimenter cette manœuvre d'expiration forcée qui, encore une fois, n'est pas ce qu'on fait habituellement tous les jours. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur cette formation présentielle. Il faut se former. Oui. Et ça sera pour tout le monde. Là, c'est ce qui se passe dans l'expérimentation que vous faites avec la CNAM. On peut imaginer que ça ne passera pas autrement que par là. Ça ne devrait pas passer autrement. Et il y a assez de pneumologues en France pour former autant de dizaines de milliers de généralistes? Absolument. Non, absolument. Oui, vraiment. Si, il y a plus de 2000 Et ils sont tous partants pour le faire? Beaucoup sont partants. Alors, vous êtes payés pour le faire ou pas? Oui. Je ne parle pas des médecins généralistes. Si, sur les formations. La même chose, il y a un généraliste et un pneumologue sur chaque formation. D'accord. Faut-il augmenter les doses de bronchodilatateurs longue durée d'action avant de passer à une association? On peut éventuellement augmenter pour certains bronchodilatateurs de longue durée d'action. C'est le cas de l'ondansetron, par exemple, au hasard. Mais la plupart du temps, c'est plutôt monodose et puis après, on passe à une association. Est-ce que la spirométrie peut être un examen dangereux chez un patient atteint de comorbidité? Faut vraiment qu'il ne soit pas bien, non? Vraiment qu'il ne soit pas bien, mais il y a des contre-indications à la réalisation d'une spirométrie. Si vous venez de faire un infarctus, une embolie pulmonaire, si vous avez une fracture de côte, ça on peut comprendre que la douleur, vous aurez du mal à souffler comme j'ai soufflé tout à l'heure. Donc il y a des contre-indications. On peut imaginer que ça peut être tellement violent que... c'est un exercice assez, c'est assez fort quand même. Et donc il y a les anévrismes de l'aorte, par exemple, aussi, les anévrismes cérébraux, une chirurgie récente ORL. Enfin, il y a un certain nombre de contre-indications qu'il faut connaître, qui sont de bon sens. Les gens qui ont les troubles cognitifs aussi, qui ne vont pas comprendre la réalisation de la manœuvre. Les corticoïdes inhalés, on oublie? On n'oublie pas, chez des gens qui ont des exacerbations à répétition, on peut avoir une justification de l'usage des corticoïdes inhalés. Le problème actuel, c'est d'identifier les patients qui vont bénéficier d'une corticothérapie inhalée qui n'est pas sans risque. Actuellement, il y a une surprescription de corticoïdes inhalés. 70% des patients BPCO ont d'une corticothérapie inhalée, alors qu'on devrait en attendre 20%. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de marge. Donc il faudrait vraiment restreindre l'utilisation au strict AMM. Alors la dernière question, en fin de compte, va nous servir de conclusion. Chacun, vous allez répondre tous les deux. Au final, quel est l'intérêt réel sur le long terme de diagnostiquer tôt? On a bien compris que... si la question se pose, c'est que le fait qu'il n'y a pas grand-chose comme solution et le fait qu'on puisse pas revenir en arrière, c'est peut-être ce qui choque certains médecins. Dominique Breu, puis après... L'intérêt sur le long terme, quand on regarde bien les courbes, c'est justement de ne pas arriver jusqu'aux courbes noires ou rouges, là. C'est vraiment l'intérêt principal. C'est le dépistage le plus tôt possible pour éviter que la courbe soit dégradée. Ça paraît... et donc, ce repérage de ces courbes nous donne un certain nombre d'outils pour convaincre le patient, le voir plus souvent, le faire revenir. Je crois qu'on peut dire, en fin de compte, qu'on peut montrer de l'enthousiasme au fait qu'il y ait une solution de dépistage, parce qu'on a beaucoup parlé de... Souvent, le dépistage est quelque chose un peu où on dit il n'y en a pas des tests qui sont... là, c'est pas un test, mais c'est un... Ce qui est désespérant, c'est de voir arriver les gens trop tard et de se dire, mince, effectivement, ça reviendra pas en arrière, ils ont leur poumon de 80 ans, il va rester à 80 ans. Donc c'est ça qui est désespérant. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc là, vraiment, ce qui nous enthousiasse, c'est de se dire, on en aura beaucoup moins ou de moins en moins. Et on va le voir très vite le résultat. Alors très vite, je pense quelques années quand même. Bruno, c'est... le point important pour moi, c'est d'identifier le danger, identifier l'ennemi. On connaît l'ennemi, c'est le tabac. Oui, mais l'identifier, dire voilà, regardez ce qui se passe là. D'identifier les conséquences. De l'attaque insidieuse de l'ennemi. Exactement. Et donc ça, si ça permet d'arrêter de fumer, c'est un truc c'est vraiment important. Donc il y a ça, et puis aussi d'accompagner les gens, parce que quand ils sont gênés dans leur vie et qu'ils ont une qualité de vie altérée, on peut leur redonner une qualité de vie. Et puis on va dire, pour terminer, proposer des choses positives aux gens, de dire la prévention. Tout le monde parle de la prévention, c'est même pas assez étonnant, on n'en parle pas beaucoup dans le débat actuel politique.
mais là, voilà vraiment un acte de prévention et on peut saluer effectivement la CNAM et vos organisations respectives, messieurs, le collège et la SPLF et la FFP. Voilà, parce que chez les pneumologues, il faut toujours citer 2 ou 3 pour être sûr qu'on va... Deux, la SPLF et la Fédération française de pneumologie. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un vrai j'allais dire, plaisir de faire une émission avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation pour poursuivre la discussion. jdfle-gmail.com. Alors, pour revoir toutes les émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com, mais également sur la chaîne YouTube. Prenez ce réflexe, la chaîne YouTube Fréquence Médicale. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne. La semaine prochaine, c'est Damien Mouyel que vous retrouverez pour une émission consacrée, ça va vous faire plaisir, au sevrage tabagique. Bonne soirée à tous et en attendant, portez-vous bien.